À propos d'un projet d'église à Waspervillers, de l'architecte Karl Litzenburger et du curé bâtisseur Valère Bruno Schieser. Texte daté du 12 septembre 1967. Waspervillers s'apprête à réaliser un projet d'église pas comme les autres. Pas de poncif. Pas de conventionnel. Pas de au goût du jour. Ni le pan de mur en moellon si bien appareillé. Ni l'habituel et trop propre comblanchien. Ni la savante et hermétique ferronnerie d'art. Ni le splendide et morne plafond en frise sans nœud, ni les vastes et monotones surfaces trop lisses, ni le sempiternel éclairage avec abat-jour tronconique ou à projecteur parsemant le plafond, ni la sacro-sainte symétrie axiale, ni. Pas une jolie église, mais une belle église. Et belle essentiellement par son architecture, très accessoirement par la décoration. La décoration ne servant qu'à souligner et à vivifier les lignes, surfaces et volumes. Une architecture renouant ainsi avec la tradition des véritables hautes époques, à savoir l'art grec et le roman. Bien entendu, suivant la technique et dans l'esprit les plus modernes. Conception et naissance de ce projet. Si l'on regarde avec quelque attention la maquette ou le plan, on en vient à se demander comment a bien pu être conçu et mis au monde ce projet aux formes plutôt particulières, presque compliquées. Génération spontanée et immédiate, par un coup de génie ou de chance, ou alors évolution lente, par étapes, analogue à l'évolution de l'être vivant. Ce fut une évolution par étapes que ce projet d'église a connue. À l'origine, on s'était proposé simplement de doter la baraque-chapelle existante d'un campanile. Par la suite, on a projeté de doubler en dur le provisoire de bois, puis d'agrandir cette construction platement rectangulaire. C'est ainsi que de fil en aiguille, le projet a pris sa consistance et sa qualité actuelle. Après 8 ans d'études pour le corps de l'église, après 11 ans pour la tour. L'architecte a rassemblé un jeu de plans retraçant les phases les plus marquantes de cette évolution exceptionnelle
longue et ardue. À remarquer que cette évolution n'a pas progressé de façon régulière, suivant un ordre nécessairement logique, mais plutôt suivant une méthode empirique, à l'instar d'une exploration en terre inconnue, avec tous les risques que cela comporte. Pratiquement, l'architecte a procédé comme suit. Au cours du travail sur le plan, une idée nouvelle s'est-elle présentée ? Aussitôt, elle a été inscrite dans la maquette et vérifiée. Et inversement, toute modification apportée à la maquette s'est vue aussitôt analysée sur le plan pour examen de toutes les incidences. Principale originalité de ce projet, l'église sera un corps vivant. On constatera que le projet comporte et surtout réunit de façon très naturelle, sans heurts et intimement, les formes les plus diverses. Depuis la ligne droite, l'angle droit et la parallèle, jusqu'à l'arrondi irrégulier et l'entrelac. Cette diversité des formes, dans une unité sans défaut, a permis de réaliser un ensemble étonnamment organique, un véritable corps vivant, fait de surfaces et de volumes, se diversifiant tout en se compénétrant. La grande originalité de ce projet est donc son caractère imminemment organique. Originalité, mais aussi et surtout vérité, réalisant la conception de saint Paul, comparant l'Église, assemblée du peuple de Dieu, à un corps vivant. Première lettre aux Corinthiens. Que ce plan ne présente pas de symétrie axiale, quoi de plus normal ? Aucun corps vivant, à quelque règne qu'il appartienne, ne possède une symétrie parfaite. Le corps humain, en action et même au repos, ne fait pas exception à la règle. Dès lors, pourquoi l'œuvre créée par l'homme devrait-elle faire exception ? Du reste, la symétrie relativement parfaite, que nous relevons un peu partout, n'est qu'un produit de ce mauvais XIXe siècle, ainsi que du nôtre. Le grand Moyen-Âge n'en a jamais fait une doctrine. D'ailleurs, ne remarque-t-on pas, dès à présent, ici et là, de plus en plus fréquemment, un retour vers une certaine symétrie ? Ce n'est peut-être encore là qu'un côté anarchique de l'architecture officielle, mais c'est en tout cas l'amorce d'une nouvelle conception d'architecture, celle qui permettra de nouveau d'unir l'art à la vie. Une innovation d'un intérêt certain, l'escalier de la tour. Ce projet comporte, entre autres, une particularité non dénuée d'intérêt, et même assez révolutionnaire. Jusqu'ici, pour monter dans une tour, on ne connaissait pratiquement que l'escalier à colimaçon. L'usager grimpant toujours dans le même sens, ce qui n'est pas tellement agréable, et donne même un certain vertige. Or, l'architecte a eu l'idée de prévoir non pas le traditionnel escalier à vis, mais un escalier à sens giratoire alterné, c'est-à-dire à révolution en forme de 8. Progrès mineur, si l'on veut. Mais progrès tout de même.
et qui pourrait bien connaître un jour des développements. Certes, l'art de l'escalier a produit de multiples formes de montée. Il suffira de citer l'extraordinaire escalier du château de Chambord. Mais un escalier à sens giratoire alterné, cela c'est nouveau. On rétorquera que dans les buildings il existe des ascenseurs. Sans doute. Mais ne voit-on pas des milliardaires américains, par simple instinct de conservation, reprendre l'humble vélo? Qui nous dit qu'un jour l'homme moderne, ou même la femme, pour des raisons de santé ou de beauté, ne reprendront pas goût à l'escalier si ce dernier devient plus humain? Notes explicatives complémentaires. Ce projet est déjà digne d'intérêt parce qu'il recherche la vraie beauté, celle qui provient de l'essentiel, c'est-à-dire de l'architecture. Encore plus intéressant, et nous y insistons, est sa naissance, ainsi que le symbolisme de son plan. Pas de coup de génie, ni de génération spontanée, mais une évolution lente et laborieuse, analogue à la génération humaine. D'abord, une baraque en bois, doublée en dur par la suite. Édifice frustre qu'on s'est proposé, après, de doter d'un campanile, et qu'on a voulu finalement agrandir et améliorer. En fin de compte, 8 ans d'études, une bonne centaine de plans successifs, tous différents, dont une douzaine substantiellement. Pour commencer, la simple figure géométrique, la forme rectangulaire, rigide et sèche de symétrie, puis le passage par tous les stades de l'embryon, enfin le corps organisé et organique, un corps vivant. Et tellement vivant qu'à son tour, il a engendré. Corps tellement organique qu'il peut paraître aux non-initiés compliqué et même arbitraire. Alors qu'en réalité, il est l'image même de la vie, et sous toutes ses formes. En particulier, il est l'image de l'Église vivante et donnant la vie. Pour s'en convaincre, il suffit de considérer attentivement le plan, et notamment la chapelle Sainte-Thérèse, par rapport aux cours de l'Église. Comme le chrétien est engendré, puis nourri par l'Église, et qu'il n'a de vie qu'en tant qu'il lui reste uni, ainsi, cette chapelle Sainte-Thérèse, architectoniquement issue du corps de cette Église, n'a de sens que dans la mesure où elle lui reste unie. Sens architectural, mais aussi sens liturgique. Le culte des saints n'ayant de raison d'être qu'en tant qu'il est issu et demeure participant du corps mystique du Christ. Ce corps d'Église, lui-même fait de plusieurs volumes, bien eux-mêmes tout en se compénétrant, a donc conçu et engendré à son tour.
il a mis au monde une toute petite église qui sera le domaine de la sainte patronne de ces lieux et de ses dévots. Une petite église ayant sa vie propre, pour l'esprit comme pour la chair, mais n'ayant de sens qu'en tant qu'elle est la fille de sa mère. Tout cela pourrait bien ne paraître qu'élucubration et billevesée, au mieux littérature et poésie. En tous les cas, chose bien mystérieuse. En effet, mais seulement aussi longtemps qu'on aura sous les yeux que des plans et une maquette. Car lorsqu'on verra cette église en chair et en os, et surtout lorsque l'assemblée y vivra, il n'y aura plus de mystère. Pour conclure, ce sera une église de notre temps, et même en avance, réalisant pleinement la nouvelle liturgie, tout en restant parfaitement catholique. So many